Merci d'être avec nous sur Ici Beyrouth, c'est une femme, une histoire. J'ai le plaisir de recevoir toutes les semaines une femme libanaise au parcours remarquable. Notre invitée de la semaine est Diana Fadel, entrepreneure et fondatrice de Fondation Diane. Merci Diana d'être avec nous. Merci Lynn d'avoir pensé à moi déjà. Mais on ne peut pas ne pas penser à vous, vous qui êtes tellement active, un très long CV, très riche, vous avez fait tellement de choses. C'est normal, je suis vieille déjà, j'ai des cheveux blancs. Je crois que même lorsque vous étiez beaucoup plus jeune, vous étiez aussi très active. On va en parler tout au long de l'émission. Alors vous avez de très nombreuses casquettes. Je vais commencer avec Fondation Diane que vous avez lancée en 2012. Alors, Fondation Diane, je vais vous raconter comment c'est venu. Déjà, vous savez, en 1998, il y avait un sujet qui m'importait beaucoup, c'était les monuments. Et j'avais fait 45 concerts dans des monuments inconnus, parce que les Libanais ne connaissent que Baalbek et Beit el-Din, alors qu'il y a beaucoup de sites archéologiques qui sont très intéressants au Liban. Et j'aimerais citer Richard Shahin qui a fait des livres à ce sujet et qui a parlé de 4000 monuments au Liban. Alors 4000 sites à visiter au Liban. Donc j'ai fait ces 45 concerts et je me suis arrêtée après 10 années au décès de mon mari. J'ai été m'enregistrer à Harvard, à Boston. Je voulais faire un master en développement durable. Et du coup, je me suis inscrite et un mois avant l'entrée, je fus diagnostiquée avec 2 cancers. Un cancer du sein qui était déjà là depuis 15 ans, mais qui était parti. Il est revenu dans la colonne vertébrale, donc c'était déjà une métastase. Et le poumon, qu'on avait cru au départ comme une métastase, mais qui ne l'était pas, parce qu'il s'est avéré un cancer primaire. Bref, il y a aussi la métastasée et pendant 3 ans, des radiothérapies, des chirurgies. Mais vous savez, je pense qu'il n'y a qu'une chose qui vous sauve, c'est le moral. Et grâce à Dieu, j'étais bien entourée. Et je me disais toujours, la maladie, ce n'est pas moi. Moi, c'est autre chose que la maladie. Elle est ici, en moi, mais elle n'est pas la bienvenue et elle ne restera pas en moi. Et c'est cette scission entre ma personne et la maladie qui a fait que probablement j'en suis sortie parce que les médecins qui me retrouvent maintenant disent on n'y croit pas, c'est un miracle. Comme je ne suis pas très religieuse, je dis quand même merci Marshall Bell, mais bon, je ne sais pas. Donc c'est un miracle que vous avez transformé puisque vous créez cette fondation et vous sentez que vous voulez être active dans de très nombreux secteurs. Absolument, parce que quand on m'a dit que j'avais des métastases, et vous savez, les métastases du poumon ne pardonnent pas. En général, on n'en sort pas. Donc je me préparais à une mort certaine et je me suis dit qu'est-ce que je vais faire de ce que j'ai, qu'est-ce qu'il va devenir après ma mort. Et donc, comme je pensais que mes enfants avaient bien hérité de leur père et qu'ils n'avaient pas besoin de moi. Je le rappelle, donc votre époux était l'ancien député Maurice Fadel qui a aussi lancé l'ABC. Absolument, il l'a cofondé avec moi, s'il vous plaît. Très important. Alors, Women Empowerment, n'oubliez pas. Je le dis aux personnes qui nous regardent comme ça. On se souvient très bien qu'il l'a confondé et que l'ABC n'est pas seulement Maurice Fadel, mais aussi Diana Fadel. Oui, je crois qu'il y a toujours derrière un homme une femme. Bien sûr. J'ai beaucoup... Moi, il a été derrière moi dans le sens qu'il m'a un peu éduquée aux affaires. J'étais un esprit très pratique. Et moi, qui venais d'études de philosophie, j'étais un peu idéaliste et j'ai appris à avoir les pieds sur terre tout en ayant la tête dans les étoiles. Et donc, voilà. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de mon après-départ. Et donc, j'ai beaucoup cherché. Et comme j'étais déjà très attirée par le développement durable, je me suis dit, je vais faire une fondation. Et son thème serait le développement durable. Mais le développement durable
ne peut pas se faire sans un éveil citoyen. Car chaque fois que je revenais de Boston, où j'étais soignée, Boston est une ville magnifique. Elle est propre, elle est souriante, c'est plein de jeunes, des universitaires. Et je revenais au Liban en 2011, quand je rentrais pendant mes périodes de rémission, 11, 12. J'avais des rémissions et je rechutais. Et que chaque fois que je revenais, je trouvais un peuple mort. Vous savez, à cette époque, il n'y avait pas encore la révolution. Le peuple était complètement déprimé et les déchets étaient dans les rues et rien ne se faisait et personne ne parlait. Je me suis dit, il faut faire quelque chose. Et donc, ça a été le lancement de Fondation Diane. En 2012, je n'étais pas encore guérie. J'étais dans une rémission, hein, une période de rémission. J'ai rechuté en 2012, mais j'ai continué quand même. Et en 2013, j'étais guérie. Depuis 2013. Donc voilà, ça fait 11 ans que je suis... Et vous avez continué avec la Fondation. Hein? Et vous avez continué avec la Fondation qui s'est développée Ah oui, elle s'est beaucoup développée. Alors je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire dans cette Fondation? Déjà, il faut éduquer le citoyen. Donc, j'ai créé une chaire à l'USJ pour l'éco-citoyenneté et le développement durable. Et cette chaire est en train de faire de la sensibilisation, de la formation, et elle est très soutenue par de grands projets qu'on lui confie, que USAID, UNDP, toutes ces grandes institutions confient à l'USJ, sachant que SEED, c'est le nom de la chaire, chaire pour l'éducation à l'éco-citoyenneté et au développement durable. C'est SEED. Et donc, sachant que c'était un endroit sérieux où on ne pouvait pas se permettre de parler d'éducation sans que ce soit quelque chose de vraiment bien opéré. Donc ça, c'est SEED. Vous avez aussi lancé une plateforme d'investissement voilà. Dans ce domaine-là. Vert. Exactement. Voilà. Donc, SEED aussi, ça m'a... il y a quelque chose qui m'a excitée dans le fait de rendre l'USJ verte. Donc, j'ai fait des installations à l'USJ, 1200, comment ça s'appelle, bins, pour ramasser les déchets qui sont chacun pour une sorte de déchets, des formations de citoyens. On passait dans les classes pour leur dire comment il faut jeter leurs déchets. Et c'est beaucoup de travail. Et une fois les déchets ramassés, on les envoyait à des endroits, des usines de recyclage. Ça, c'est tout ce qui est à l'USJ. Et par la suite, j'ai coopéré différemment avec l'USJ en créant à l'Hôtel Dieu de France, après justement l'explosion du 4 août en 2020, une clinique pour les enfants qui ne sont pas privilégiés. Les gens n'avaient plus d'argent pour bien soigner leurs enfants. Et comme la jeunesse est un élément important pour le futur du Liban, un jeune qui est bien soigné est un adulte qui se porte bien. Et on veut des adultes, des citoyens bien portants. Donc, j'ai dit que de 0 à 18 ans, on prenait en charge le soin des enfants qui viennent à cette clinique, qui sont suivis, où il y a des analyses, il y a des radios, il y a tous les diagnostics qu'il faut. Et la clinique, elle travaille toujours? Oui, bien donc, sûr. Pour les personnes qui nous regardent et qui ont des enfants, qui ont des soucis de santé, ils ont juste à aller. Comment ça se passe en pratique? En pratique, ils doivent appeler oui. et ils prennent un rendez-vous. Mais il y en a qui arrivent aussi sans rendez-vous. Mais il faut savoir qu'elles travaillent de 8 h du matin jusqu'à 3 h de l'après-midi. Donc il ne faut pas arriver à 3 h, elle sera en train de fermer. Mais arriver à 1 h ou 2 h ou midi, ils ne vont pas vous mettre à la porte. On reçoit des messages très souvent de personnes qui veulent soigner leurs enfants et qui n'ont pas les moyens. Vous savez aujourd'hui que c'est de plus en plus compliqué c'est avec le coût des assurances et tout ce qui va avec. Donc, et le coût des médecins aussi. Et le coût des médecins, exactement. Tout est passé au dollar exactement, maintenant. Exactement. Non, ils peuvent aller se faire soigner là-bas. Soigner, bien entendu, ils ne vont pas avoir une chirurgie, mais ils vont être diagnostiqués, ils vont avoir des examens de sang, ils vont avoir... c'est déjà la première étape, en fait, voilà. qui coûte déjà beaucoup. Absolument, parce qu'en général, il n'y a pas des choses compliquées chez les enfants. Mais bon,
Et cette année, nous avons reçu une aide d'une association qui s'appelle Alam, qui est en Suisse, pour un projet qui va s'occuper du dépistage de la scoliose dans les écoles. Parce que la scoliose est une maladie qui est très courante et dont on ne se rend pas compte quand les enfants sont jeunes. Et ça arrive beaucoup dans les écoles à cause des mauvaises postures. Bien sûr. Ça, il faut que les professeurs... Aujourd'hui, avec le iPad, où on est... il faut que les professeurs fassent attention aux postures de leurs élèves. Malheureusement, ce n'est pas dans leur cursus, mais c'est important. Mais une scoliose qui est diagnostiquée tôt est une scoliose qui peut être facilement guérie. Alors que si elle est tardive, il faut des chirurgies et ça devient parfois avec des séquelles pour la vie. Bien sûr. Et pourquoi avoir choisi la scoliose? Parce que le Alam suisse, qui voulait faire une donation, je leur ai dit, je vais créer un projet pour vous, pour cette donation. Et j'ai demandé à l'Hôtel Dieu de me proposer deux projets intéressants où il y a autour de l'orthopédie. Et c'est le professeur Ismat Ranem qui est très connu à l'Hôtel Dieu et qui a proposé deux projets qui sont très intéressants. Et Alam a choisi celui-là. D'accord. Et donc, en fait, aujourd'hui, la Fondation Diane, elle chapeaute plusieurs secteurs. Oui. Quels sont les domaines? Donc, il y a on a plusieurs créé domaines, une plateforme d'investissement pour les start-up vertes parce que je suis très écolo et je pense que l'écologie est un sujet très important au Liban parce que les richesses libanaises sont dans l'environnement en général et il ne faut pas les maltraiter. Et c'est ce qui arrive. Tout est maltraité, l'eau est maltraitée, le sol est maltraité, les forêts sont maltraitées. Il n'y a rien qui soit respecté dans ce pays. Et ça, c'est une horreur. Nous sommes en train de nous couper les racines totalement. Qu'est devenu le Liban? C'est ça mon grand souci, qu'est devenu le Liban. Donc j'ai créé Viridis pour prouver que non seulement j'éduque et je donne des conseils, mais aussi je m'investis et j'investis une grande partie de ma fortune dans ces startups qui sont écologiques. Et dernièrement, ce qui est formidable, comme je me soucie beaucoup des déchets qui courent dans les rues, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de jeunes qui ont créé des entreprises pour s'occuper des déchets. C'est vrai. Et je me suis dit, tous ces jeunes qui ont créé des entreprises, qui ont des start-up et qui peinent chacun de son côté, parce que vous savez, les start-up, elles peinent, hein, et on ne peut pas les porter toutes. Et pourquoi ne pas créer un consortium de toutes ces entreprises qui s'occupent des déchets pour qu'il y ait une synergie qu'on va utiliser entre ces start-up? Alors, c'est ce que j'ai fait. Fondation Diane a créé un consortium où il y a maintenant 16 start-up avec des managers de waste diversion. Waste diversion, ça veut dire pour changer la façon de traiter les déchets. Et un rerouting, quoi. Parce que les déchets doivent être traités autrement que de la façon dont ils sont traités actuellement. Et donc, il y a maintenant, pour le moment, 4 de ces startups qui travaillent ensemble. Et on a créé un projet pilote à Hazmiye. Pourquoi Hazmiye? Parce que Hazmiye a un centre de compostage. S'il n'y a pas un centre de compostage, on ne peut pas recycler les déchets organiques. Or, ce qui est très important et qu'il faut savoir, les déchets organiques représentent la moitié des déchets. Et ce sont des déchets, si on ne les enlève pas à part, ils vont salir tout ce qui est recyclable. C'est-à-dire, après, vous êtes obligé de laver le plastique ou bien de le jeter parce qu'il est sale et qu'il est irrecevable. Et tous les batteries, les habits, tout ça se salit avec l'organique. Donc, il faut bien enlever l'organique à part. Une fois que l'organique est à part, imaginez,
dans les endroits où on jette les déchets, la moitié c'est organique. Ah oui, oui. Donc imaginez, si vous enlevez l'organique et que vous l'envoyez à un centre de compostage, vous avez la moitié des déchets qui est déjà en moins dans les dépotoirs. Or, les dépotoirs sont pleins au Liban. Ils sont pleins, super pleins. Ils sont en train d'inonder leur environnement. Et Niamey qui supporte 5 fois son volume de déchets. C'est horrible ce qui nous a... Donc, moi, je veux prouver qu'il y a une start-up de ramassage des organiques. Une start-up qui prend les déchets recyclables, ça veut dire tout ce qui est plastique, carton, etc., qui sont propres. Il faut qu'ils soient propres, donc il ne faut pas qu'ils soient mélangés avec de l'organique. Et ils payent le prix. Ils vous payent le prix. Ce n'est pas grand-chose, mais 100 000, 200 000 à un concierge qui amène ça, ça lui fait un petit argent de poche. Ça devrait être gratuit, à mon avis, mais là, oui, je sais, parce que nous, ça nous coûte de le faire. Bien sûr. Ensuite, les habits anciens. Vous savez que les habits, c'est très, très difficile à recycler dans le sol, donc il faut les enlever. Si vous avez des habits anciens, vous avez Fabricate. Pour le compostage, vous avez Compost Baladi. Pour le ramassage des recyclables, vous avez Yalla Return. Et pour les batteries, vous avez EcoServe. Et pour tout ce qui est électronique, si vous avez un téléphone, un ordinateur, tout ça. Alors, nous avons fait un kiosque à Hazmiye où tout le monde vient vendre ses déchets recyclables. Par contre, c'est nous qui ramassons les déchets organiques. J'envoie un camion 3 fois par semaine pour ramasser les déchets organiques. On leur donne une poubelle. On leur donne des sacs compostables. Ça n'existe pas au Liban. Je les achète en France. Parce qu'il ne faut pas qu'on crée des sacs en plastique en plus pour mettre les déchets d'un côté organiques, les déchets plastiques. Donc, avec les sacs compostables, le camion prend les déchets, les met dans le centre de compostage sans vider le plastique. Et le plastique est composté avec l'organique. Et ça, c'est extraordinaire. Et maintenant, nous pensons amener cette formule de sac compostable et la produire au Liban. D'accord. On n'a pas la matière première, on en amène... C'est quoi comme matière première? Alors, c'est soit des épluchures de patates, soit c'est du maïs, soit c'est des épines violettes là, que vous voyez dans les champs. Oui. Et tout ça, ça fait des sacs compostables. C'est intéressant, c'est bon à Alors savoir. que ce qu'on appelle compostable au Liban, je suis désolée, mais ça contient du pétrole. Donc, ce n'est pas la peine de dire qu'il y a des sacs compostables au Liban, ça n'existe pas. Ni ils sont recyclables, ni ils sont compostables. Enfin, si, recyclables en pétrole, oui. Donc, on est censé attendre le pétrole dans la mer. Donc voilà, le consortium a donné naissance à un projet pilote à Hazmiye. Et ce projet pilote, il a été implanté quand? Ça fait déjà depuis septembre. Et la première phase a été supportée par GIZ. Maintenant, la première phase est terminée. Nous avons vu nos chiffres, comment il faut faire aussi, combien de gens ont participé. On a maintenant des statistiques et on a des bureaux de consultation qui sont en train d'étudier nos chiffres pour passer à la deuxième phase, que nous avons d'ailleurs commencé. Je n'ai pas attendu parce que je ne veux pas couper le courant. Les camions continuent à ramasser les déchets organiques. Le kiosque est toujours là pour ramasser. Mais est-ce que ce qui m'intéresse, c'est de savoir, est-ce que les habitants sont coopératifs? Alors, nous avons commencé dans une grande rue qui est Marta'la. Oui. Et pour faire notre pilote, il y a 19% seulement des habitants qui sont en train de trier. Donc, pour les personnes qui nous regardent, c'est très important de trier vos déchets. Et en plus, on vous facilite la tâche. Donc, pour les habitants qui nous regardent et qui habitent à Marta'la et à Hazmiye en général. Oui, parce que c'est supposé s'étendre. C'est supposé s'étendre. Ouais. Donc, on vous appelle à trier vos déchets. C'est dans votre intérêt. C'est dans l'intérêt de votre pays, finalement. Et de votre santé. Et de votre santé. Et là, puis c'est une chance. de la vie que vous avez. Si Bien vous vivez dans une rue et qu'elle est propre, c'est quand même autre chose Bien que sûr. de voir des déchets. Bien sûr. Vous appelez le 03 297 397 et vous dites que vous voulez vous inscrire dans ce programme. S'il vous plaît,
je voulais vous dire, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais j'ai envie de le dire à mes concitoyens. Dans une famille, quand le père et la mère meurent, ou bien disparaissent, ou bien sont absents, qui prend le relais du gouvernement de la famille? Ce sont les enfants. Nous sommes les enfants de cette patrie. Et c'est à nous de prendre les choses en main pour que cette patrie continue à fonctionner et qu'elle reste notre patrie. Je vous en prie, nous ne sentons plus que nous sommes dans une patrie. Il faut que nous reprenions le sens de la citoyenneté. Et c'est ce sens-là qui permettra au Liban de rester vivant et de surmonter toutes les crises par lesquelles il passe. Bien sûr, c'est un très très beau message. Vous ne pensez pas en fait travailler sur cette éducation civique dans les écoles? Alors, dans les écoles, attendez, nous faisons des formations de professeurs, bien sûr. Le grand lycée nous a demandé, lycée Verdun, il y a des écoles qui nous demandent. Parce que c'est très important d'expliquer aux jeunes générations l'importance du concept de citoyenneté. Ah ouais. Alors là, ça, c'est un projet aussi de gouvernement, mais que Fondation Diane a envie de faire aussi. C'est un programme de citoyenneté qu'on donne aux enfants depuis le plus jeune âge. D'ailleurs, j'ai sorti un travail là-dessus, mais pour moi, il n'était pas assez satisfaisant. Il est sur CD, je peux vous l'envoyer. Comment éduquer la sensibilité des jeunes à la citoyenneté. Et ça doit être un programme dans les écoles. Les professeurs, les écoles, dans leur cursus, ils devraient mettre au moins une fois par semaine une demi-heure où on parle de citoyenneté et comment se conjugue la citoyenneté et comment elle se décline, la citoyenneté. Les enfants, déjà dans leur maison, en faisant le tri des ordures, en obligeant leurs parents à faire le tri des ordures, ils font déjà œuvre de citoyenneté. Donc, s'il vous plaît, je ne sais pas si les enfants vous écoutent, mais les enfants de cette famille délaissée, dont les parents ne sont plus là parce que nous n'avons plus de gouvernement, le gouvernement est inexistant et il ne fait plus rien, je vous en prie, nous les enfants de ce pays, nous devons prendre les choses en main. Et c'est ce que moi j'essaye de faire. Et c'est l'exemple que j'essaye de donner. Parce qu'il faut que je commence toujours par moi. Bien sûr. Bien sûr, c'est un message qui est très fort et et en même temps, je ne sais pas combien les Libanais sont sensibles en fait au concept de citoyenneté. Vous parlez aux gens, ils vous disent on adore le Liban, venez au Liban, visitez le Liban. Mais il n'y a pas en contrepartie un respect de ce Liban. On jette par les fenêtres, on jette partout, il y a des odeurs d'égout partout dans Beyrouth. Il y a des boîtes de nuit à côté des potoirs. Et donc, c'est assez... c'est très compliqué. Je crois que les citoyens sont dans un mode de survie, malheureusement. Et le mode de survie, on va vers le plus essentiel, c'est-à-dire pour eux, leur énergie. Donc, ils sortent, ils mangent, ils boivent, ils dansent. Et c'est très bien, mais aussi, il faut donner une part à nos responsabilités qui sont écologiques en premier lieu et citoyennes dans un sens plus large quand on parle de développement durable. Bien sûr. Diana, je voulais vous parler, enfin, comme je le disais en introduction, vous avez fait tellement de choses, vous avez de très nombreuses casquettes, un peu du volet de votre côté femme d'affaires, puisqu'en 2021, vous êtes élue PDG des magasins ABC. Oui. On ne peut pas passer à côté voilà, de cette fonction, on va dire. Et donc, vous avez une très longue expérience dans le domaine du business. Oui, parce que depuis qu'on a fondé ABC, ABC est dans mes veines. Bien sûr. Parce que quand vous créez quelque chose, c'est fini, c'est votre bébé. Bien sûr. Et mon mari était, quand il a acheté les actions de ABC, le paquet, ce qu'on appelle, c'était un homme d'affaires. Ce n'est pas un homme de culture, c'est un homme d'affaires. Et la culture, c'était de mon côté. Et j'étais toute jeune à ce moment-là. Et je venais de rentrer de France où on avait voyagé et j'avais vu les Galeries Lafayette le printemps. Je lui ai dit, il faut ça au Liban. Qu'est-ce qu'on attend? Il faut faire ça au Liban et ABC peut faire ça. Alors que ABC, c'était des petits noyaux de 300 mètres, 500 mètres maximum. Et on a beaucoup travaillé pour que ça devienne ce que c'est.
mais nous sommes fiers. Moi, je suis fière. Et je le dis à nos employés, quand en 2021, il y a eu cette crise. Très, très difficile. Je leur ai dit, parce que ces pauvres employés vivaient avec des livres libanaises à cette époque. On ne pouvait pas leur payer beaucoup en dollars. C'était très minime ce qu'on payait. Et ils ont tenu. Personne n'a rechigné, je vous assure. Ils sont admirables. Et je leur disais, vous savez, imaginez Beyrouth sans ABC. Est-ce que vous pouvez l'imaginer? C'est difficile. Non. C'est un endroit qui est social, qui est commercial, qui est familial, qui est... C'est tout pour les Libanais. Ils vous disent maintenant, quand on veut sortir, on va à ABC. Malheureusement, moi, j'aimerais bien qu'ils aillent visiter les monuments et que les monuments soient en état de recevoir des visites, mais c'est tout ce qu'ils ont pour le moment. Imaginez Beyrouth sans ABC. Bien sûr. Je leur ai dit, c'est le Baalbek de Beyrouth. Il faut qu'on le soutienne, qu'on le maintienne et qu'on le fasse réussir. Et ce fut la première année où il y a eu des profits à ABC après la chute de 2020 où il y a eu beaucoup de pertes. Et aujourd'hui, comment on va dire comment le centre commercial se porte? Ben, il se porte bien, sauf qu'on est à 50-60% du chiffre d'affaires de 2018. Et est-ce qu'il y a des boutiques qui ont dû fermer? Il y en a qui ont fermé, il y en a qui ont ouvert. Et ce dont je suis fière, c'est que j'ai beaucoup encouragé le retail, c'est-à-dire au moment où les boutiques n'achetaient plus de la marchandise et n'osaient plus louer un espace pour vendre. Et il y en a beaucoup qui ont fermé. Moi, au contraire, j'ai poussé les achats à l'ABC, le retail, je l'ai renforcé. Et ce qui a fait que tous les commerçants ont vu que ABC achetait et vendait, ils sont revenus. Et il fallait prendre le risque, et je l'ai pris. Bien sûr. Et j'ai créé quelque chose qui est très important. C'est un espace pour les designers libanais, où ils viennent mettre leurs marchandises et où ils vendent leurs marchandises. Et c'est en train de monter en flèche. Le chiffre est en train de monter en flèche. Nous avons beaucoup de talent. Nous avons beaucoup de talent. Et la première année, bien sûr, on les a pris de court. En un mois, on les a appelés, venez, mettez vos... Ils n'étaient pas prêts. Mais maintenant, chaque année, ils se préparent parce qu'ils savent que By the Roots à ABC, à ABC Verdun, reçoit les produits des designers libanais, de la production libanaise, que ce soit en textile, que ce soit en déco, que ce soit en food et beverage aussi. Et les chiffres sont en train de monter spectaculairement. Et donc aujourd'hui, vous êtes encore impliqué dans je suis impliqué qu'on le veuille ou pas. Non, mais c'est donc, comme je le disais, vous avez de très nombreuses casquettes et de très nombreuses décorations, prix et décorations. Oui, j'ai été gâtée par l'USJ et l'Hôtel Dieu. Ils m'ont nommé docteur. Et cela vous fait quoi de recevoir je ne peux pas les citer parce qu'elles sont très nombreuses. Non, je vais vous dire une chose. Ce que j'ai dit au speech quand on m'a nommé docteur, je leur ai dit, vous savez, dans cette salle, il y a beaucoup de gens autres que moi qui méritent le nom de docteur, mais ils n'y sont pas arrivés. Alors je voudrais offrir mon doctorat à tous ces gens qui travaillent pour le Liban dans l'ombre. Et ça, c'était vraiment quelque chose que j'avais envie de faire. Parce que moi, je ne sais pas, de toute façon, je ne me fais pas appeler docteur. Mais c'est un très beau message de fin. Je le rappelle, je pourrais rester des heures à discuter de votre parcours. Nous sommes un peu limités dans le temps. Je voulais rappeler que vous avez étudié le chant opératique. Et j'ai 2 enfants qui chantent aussi. Vous avez aussi deux enfants qui chantent. Ouais. Vous avez arrêté de chanter, vous me disiez tout à l'heure. Oui, suite à un décès qui m'a beaucoup... qui vous a beaucoup touché, marqué. Et on espère que vous pourrez peut-être un jour recommencer. Oui, j'en ai besoin d'ailleurs parce que ça guérirait ma toux qui est due aux nombreux traitements de radiothérapie que j'ai reçus.
Bien sûr, donc on attend ça. Je voulais aussi vous dire que nous attendons à nouveau une redynamisation de cette association Monuments en musique, parce que je crois qu'il y a cette soif de culture chez les Libanais, et je crois qu'il y a de très nombreuses personnes qui aimeraient découvrir aujourd'hui de nouveaux monuments, et puis en Est-ce musique. que vous avez été écouter le chœur de l'USJ qui a chanté le rock, une compilation de rock au casino, malheureusement. S'il m'avait dit avant, je les aurais emmenés dans un monument. Alors j'ai appelé le père recteur, je lui ai dit, c'était magnifique, c'était magnifique. J'ai demandé d'ailleurs, et c'est dirigé par une femme. Bien sûr. Vous le saviez. On l'a reçue dans l'émission. Elle est extraordinaire. On pense à elle, très talentueuse. C'est une horloge, vous savez. Oui. Diriger une chorale où il y avait 80 choristes, je crois, sinon plus. Comme ça, il faut être une horloge soi-même. Et il faut être très discipliné et obliger les gens à être disciplinés. Et je crois qu'elle a toutes ces qualités. Bravo, bravo Yasmina. Et je l'ai appelée l'autre jour en lui disant, tu devrais aller à Baalbek. Malheureusement, il paraît que le festival de Baalbek a été annulé. Il n'a pas été annulé. Il y a quelque chose qui est prévu. Diana, dans cette émission, on parle beaucoup de Women Empowerment. Et j'aimerais conclure avec deux projets que vous avez soutenus, que vous avez lancés et soutenus. Et vous pouvez nous en parler Oui, bien sûr. En 2022, j'ai fait une table ronde. C'était avant les élections. Et je voulais encourager les femmes à se présenter et encourager les femmes à voter pour les femmes. Parce que imaginez que tout le monde demande un quota pour le nombre de femmes au Parlement, alors que les femmes représentent 52% de l'électorat. Mais arrêtez de mendier ça, les femmes, allez voter pour les femmes. Voilà, ça c'est une chose. Et c'est ce que cette table ronde avait comme but. Les femmes, c'est une majorité, donc c'est une force. On n'a pas à aller chercher, à demander des trucs à ces messieurs des gouvernements. Donc, ça c'est une chose. Et une autre, en 2024, aussi la journée de la femme, c'est toujours le 8 mars, on a fait une compétition pour les start-up écologiques gérées par des femmes. Et nous avons donné 3 prix à trois gagnantes qui ont des start-up qui sont très intéressantes. Et cela va devenir un prix annuel? Voilà. Ouais, très bien. Alors ça, c'est très intéressant et ça correspond aussi à votre engagement dans le secteur du développement durable. Un mot rapide de fin, Diana. Ben, soyons des citoyens. C'est la clé de la guérison du Liban. Soyons de bons citoyens. Faisons nos devoirs de citoyens. Votons pour les bons citoyens. Arrêtons de survivre. Il faut vivre. Il faut donner notre temps aux choses importantes et continuer à résister. Résister, résister, résister. Merci beaucoup. Merci. Ça a été un plaisir de vous avoir. Lily. Résister, résister, résister. C'est le message final de Diana Fadel, entrepreneure, fondatrice de Fondation Diane, très active dans les secteurs culturels et économiques depuis de très nombreuses années. C'était notre invitée de la semaine, notre invitée dans l'émission Une femme, une histoire. Je vous retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle invitée. Dans l'attente, vous pouvez nous suivre sur notre site web et nos réseaux sociaux.